Merci beaucoup. Je voudrais peut-être commencer par dire une petite question. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici, étudiants, professeurs, qui n'ont jamais utilisé l'intelligence artificielle? Personne, donc tout le monde a fait l'usage. C'est très bien, on est bien parti. Et du coup, petite remarque, c'est de dire aujourd'hui, à l'université, nous, notre préoccupation, c'est comment contrôler. Les professeurs se disent, mais un étudiant qui utilise AI, c'est le grand chouma. Ça veut dire qu'il ne compte pas sur lui et éventuellement qu'il fait du plagiat. Donc directement, AI renvoie sur des choses assez, je vais dire, assez bizarres aujourd'hui. Alors que quand on analyse sociologiquement, une courbe de l'innovation technique, quand il y arrive une certaine innovation, téléphone, Internet, peu importe, dans l'histoire, quand il y arrive, il y a toujours les innovateurs. Ceux, les pionniers, qui se jettent. Il y a un nouveau iPhone qui sort, bah, moi je veux prendre celui-là. Un nouveau téléphone, une nouvelle technologie, bah, moi je veux être le premier. Et je teste, et c'est après ce qu'on appelle les suiveurs, ceux qui vont voir, qui attendent le test. C'est comme les agriculteurs. Il ne va pas introduire une technologie avant de voir son voisin, parce que s'il se casse, il va lui dire je t'ai dit, je t'ai prévenu. C'est pas bien. Alors que si ça marche, ben c'est là où je vais l'adopter. Aujourd'hui, en toute modestie, on n'est plus dans cette courbe qui est en fait 10% et après elle arrive, je vais dire, à un max. Et après, il y en a d'autres innovations qui arrivent. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça parce que l'IA, elle est là. On l'utilise, la preuve, dans cet amphi, on est dans l'IA au quotidien. Mais je voudrais revenir 2 pas en arrière pour voir finalement qui contrôle qui. Je vais revenir sur cette question par la suite pour en finir. 2 pas en arrière parce qu'il n'y a pas hier. Les sociologues adorent dire hier, mais hier commence quand et finit quand. Mais je voudrais commencer par avant-hier. Quand on était étudiant, quand on voulait avoir une référence, un livre qui n'existait pas sur place dans les 2-3 bibliothèques nationales honorables, dans celle-ci, quand on ne le trouvait pas, il fallait le commander. Il fallait chercher quelqu'un qui connaisse quelqu'un pour le ramener de l'étranger éventuellement. Et ça, tout le monde s'en rappelle de cette étape, y compris des générations comme la mienne. Parce que, à ce moment-là, les professeurs, ils étaient légitimés à avoir le pouvoir. Le pouvoir de l'information, bien sûr, ils étaient formés. C'est pour ça qu'ils sont légitimés à avoir le pouvoir. Mais juste, le pas hier. Internet, il a déjà changé beaucoup de choses. Parce qu'il y a plein de références qui existent disponibles. Je ne parle même pas du piratage. Je parle vraiment sur même les bases d'indexation qui sont honorables et en open access. Des publications, des livres, des thèses, des références, elles sont disponibles. On peut même avoir un cours qui est tout fait par un collègue gentiment qui le balance sur Internet et on peut avoir même un cours tout prêt. Et là, ça arrive à un moment, de notre côté, des professeurs, on a eu du mal à gérer ça, à y penser même. Certains, jusqu'à aujourd'hui, ils n'y pensent même pas parce qu'ils se disent « Ah tiens, mais il y a un cours, quel est mon rôle aujourd'hui ?» Mais en fait, notre rapport à l'apprentissage, il a commencé déjà à changer hier parce que les étudiants pouvaient avoir le pouvoir de l'information. On n'attend plus qu'un professeur nous ramène de l'information. Hier, c'était déjà un balancement des enjeux de pouvoir dans l'apprentissage, dans le milieu universitaire. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur autre chose. Aujourd'hui, c'est la braderie de l'information, parce que tout est disponible. Aujourd'hui, c'est vraiment, je ne sais pas si j'ose dire ça, mais c'est un peu du big le big. On fait comme ça, tu as besoin de quoi, tu le balances, et hop, tu l'as. On a des transcriptions, on a des traductions de toutes les langues, on a des analyses. On n'a plus besoin d'un professeur comme moi, tout pourri et classique dans sa tête pour dire Durkheim, il a dit je sais pas quoi. Si tu as des difficultés à comprendre ton professeur, tu le tapes. Et fraction de seconde, on a une réponse intelligible, compréhensible. Et du coup, là encore, on pousse davantage. Je ne veux pas parler du rôle de chacun, mais je voudrais rester juste dans ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui à l'université. C'est dans ce contexte-là qu'on va avoir un accès libre. L'information,
du moins universitaire, on peut dire qu'elle s'est démocratisée. Tout le monde peut avoir un accès aujourd'hui. En tant que professeur, je n'ai même plus le droit de dire ça, je l'ai écrit, non. Il n'y a pas que toi qui l'as écrit parce que l'IA peut le montrer. Pire, et d'où ma question au départ, qui contrôle qui? Parce qu'on croit que les professeurs contrôlent, mais non, on ne contrôle pas parce que les étudiants peuvent avoir aussi un contrôle. Les professeurs, dans nos réunions respectives, j'imagine, on se dit, mais comment détecter l'IA? Est-ce qu'il faut payer, encore payer? Bien sûr, l'université ne peut pas payer 1,5 degré pour ChatGPT, etc. Et comment on peut? Et on est dans le chat et la souris. Mais en fait, on oublie que certains professeurs aussi utilisent IA. Et parfois, ils ne contrôlent pas, ils ne sont pas formés et les étudiants détectent qu'ils ont utilisé IA pour faire leur cours. Et ils disent, ce prof, tiens, ce concept-là, ça sort de l'algorithme IA et c'est vrai, ils ont raison. Et du coup, là, on est dans des enjeux de pouvoir qui sont extrêmement importants et intéressants. Et je pense qu'aujourd'hui, au milieu universitaire, tout le monde a le pouvoir de l'information. Et on est amené à changer aussi, que ce soit les professeurs, ou ceux qui reçoivent un certain apprentissage, à aller de l'avant. Ce n'est même plus une acceptation parce que l'IA, il est déjà là. À toute évidence, et ça c'est quelques enquêtes de terrain dans le département de sociologie qui le montrent, on a dépassé même l'accès à l'information. Pour certains étudiants, d'ailleurs une enquête qui a été faite à l'université, pour certains étudiants de différentes formations à l'université, technique, économique et sciences sociales, l'IA, c'est aussi un confident. Quand je discute avec lui. L'IA, c'est aussi un compagnon. Quand je ne suis pas bien, je lui parle. Et certains disent même, je m'énerve contre lui quand il m'énerve, parce qu'il ne me donne pas la réponse que je veux, etc. Donc on n'est pas que dans... Je suppose que certains ici l'ont déjà au moins testé, mais on n'est plus que l'IA comme un outil d'acquérir de l'information. On est vraiment sur une autre relation. Je ne veux pas revenir sur les liens sociaux, etc., parce que ce n'est pas très intéressant aujourd'hui. Mais Lyon, aujourd'hui, on est sur un lien d'apprentissage, de confident et d'intimité. Certains disent, je lui parle parce qu'il ne va pas me juger. Parce que les humains peuvent juger, amicalement, familialement, alors que l'IA n'a pas d'enjeu. Il peut te donner des infos, il peut dialoguer avec toi, mais sans te juger. Et ça, c'est quand même impressionnant quand on se rend compte de ce que peut faire la technologie. Et je voudrais terminer par un exemple d'une collègue à moi, politiste à Rabat, très très douée dans les innovations pédagogiques et qui utilise IA et justement pour comprendre mieux ses étudiants parce qu'il est plus jeune, disait Paul Pascan, un éminent sociologue, et il disait les jeunes nous poussent à comprendre le monde. Qu'on le veuille ou non, la génération des jeunes, elle est en avance par rapport à la génération des aînés, ou du moins dans la technologie. Alors ma collègue, consciente de ça, elle utilise IA. Et elle adore tout ce qui est épistémologie, etc. Et un jour, chez elle, elle rentre chez elle et elle ouvre le frigo et elle dit à IA, écoute, j'ai un peu de carottes, un petit chouïa de navet, un petit chouïa de ça, qu'est-ce que tu me proposes comme repas? Et il lui répond, épistémologiquement, tu peux faire ça. Elle le regarde comme ça et lui dit, mais tu te fous de ma gueule, toi, t'es con. Parce que tout l'intérêt, elle est générative. Donc lui, il est habitué à ce qu'elle lui demande des concepts scientifiques et épistémologiques. Et tout à fait, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu peux cuisiner avec une telle recette, ce n'est pas le grand chef. Et du coup, c'est là où la question peut se poser. Bien sûr, est-ce que la prochaine fois, il va comprendre que tu ne lui demandes pas que de l'épistémologie, mais que tu lui demandes aussi de la cuisine, et la prochaine fois, il va te donner un bon tagine marocain avec les ingrédients que tu as. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut aller de l'avant? Il faut aller de l'avant parce que l'avant, il est déjà là. On n'est plus dans est-ce qu'on va adopter et comment contrôler, mais comment faire de l'usage parce que, pour nous, dans les sciences sociales, ça pose les questions classiques. Ce n'est pas parce que l'IA qu'on ne va pas penser à l'addiction, à devenir feignant, au lieu de
se concentrer, et je vais avoir ça. Et ça, c'est des questions classiques qui sont valables pour le téléphone, pour Internet, pour l'IA. Et je terminerai là-dessus et je vous remercie.